On ne voit pas de pouces. Est-ce que en ligne, est-ce qu'on nous attend? Oui, on peut vous entendre. Eh bien, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce premier webinaire. Je pense que c'est le tout premier, mais ça va pas être le dernier. On va s'assurer qu'on a une série de webinaires pour essayer de communiquer suffisamment sur ce que nous faisons et partager l'expérience de la RDC, spécialement l'expérience de l'Agence numérique de la RDC pour la santé aux autres pays et éventuellement profiter de ces cadres aussi pour apprendre des expériences des autres. En attendant que les deux autres panélistes nous rejoignent, les webinaires d'aujourd'hui, on va se focaliser essentiellement sur les différentes réalisations en termes d'avancée de la RDC en matière de santé numérique. Pour ça, on a quatre panélistes. On va le faire en deux phases. La première phase, on va se focaliser sur tout le travail qui est fait au jour d'aujourd'hui. Après la deuxième phase, on va voir toutes les questions qui concernent les investissements, la mobilisation des ressources et les stratégies de mise en place pour accroître effectivement les investissements pour la santé numérique en RDC. Je veux juste m'assurer que le cordon nous rejoigne, mais en attendant que le coordonnateur national de la couverture santé universelle nous rejoigne, je veux demander au directeur général de l'Agence nationale d'ingénierie clinique et numérique de la santé de s'introduire personnellement, de se présenter et de nous présenter brièvement les missions et le mandat de l'agence DG. Je me permets de vous passer le micro. Merci. Merci beaucoup, docteur Ernest, et merci à tous ceux qui sont ici présents physiquement avec nous et surtout à tous ceux qui nous ont rejoints en ligne pour ce webinaire qui va permettre à la RDC de partager son expérience en matière de transformation numérique du système de santé. Comme le modérateur venait de le dire, donc je suis Jean-Thierry Calombo, directeur général de l'ANI-CNS, qui est l'Agence nationale d'ingénierie clinique et du numérique de la santé, qui est une agence gouvernementale, donc un établissement public avec une autonomie administrative et financière, mais sous tutelle du ministre ayant la santé publique dans ses attributions. Et nous avons la responsabilité d'assurer la transformation numérique de notre système de santé, mais aussi l'ingénierie clinique. En tout cas, nos missions, généralement, nous les catégorisons en trois groupes différents. Le premier groupe est lié à l'ingénierie clinique. L'ingénierie clinique concerne en tout cas tout ce qui est contrôle qualité des équipements biomédicaux. Ça implique la maintenance, ça implique la calibration, ça implique l'étalonnage pour s'assurer que les résultats des équipements biomédicaux sont de qualité. Ça, c'est le premier groupe de notre mission. Le deuxième groupe de notre mission concerne le numérique de la santé. Donc, le numérique de la santé est directement lié aux différents outils que l'on déploie en termes de transformation digitale du système de santé, aux différentes stratégies que l'on déploie en termes de digitalisation des établissements de soins de santé, en termes des solutions que la population utilise, en termes de toutes les solutions qui permettent à d'autres solutions même de se parler, comme le DHIS2, eWars. Et donc ça c'est vraiment le numérique de la santé. Mais il y a aussi le troisième groupe de nos missions, c'est vraiment la gouvernance numérique de la couverture santé universelle. Et comme vous le savez, dans l'architecture de mise en œuvre de la CSU en RDC, il y a des établissements publics qui ont été créés. Donc, on a le Fonds de solidarité de santé qui est la Caisse nationale d'assurance maladie, le Fonds de promotion de santé qui est notre outil pour améliorer la qualité de l'offre. Nous avons l'Autorité congolaise de réglementation pharmaceutique pour tout ce qui concerne les médicaments. Nous avons l'Institut national de santé publique pour tout ce qui concerne la surveillance des épidémies, la riposte contre les épidémies. Nous avons aussi l'autorité congolaise de régulation et de contrôle de la couverture santé universelle. Et notre rôle à nous,
c'est vraiment d'appuyer chacune de ces institutions dans leur transformation digitale pour que la couverture santé universelle se mette en œuvre correctement à travers une transformation digitale totalement intégrée. Mais au-dessus, nous avons aussi les différents ministères sectoriels qui interviennent dans la mise en œuvre de la CSU, ainsi que la coordination nationale, donc le Conseil national de la CSU. Je pense que le coordonnateur sera ici présent. Merci. Merci, monsieur le DG. En attendant que le coordonnateur nous rejoigne, je m'en vais vous poser la toute première question. Je sais que l'un des premiers chantiers que la NICNS a eu, c'était le développement de l'architecture d'entreprise. Effectivement, parce que quand vous avez pris la tête de cette agence, vous êtes arrivé à une situation où vous avez trouvé beaucoup d'initiatives, mais qui étaient un peu faites de manière isolée, de manière verticale, et vous avez voulu montrer le chemin avec une vision beaucoup plus intégrée, avec des solutions qui se communiquent, qui se partagent les données, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui, en ayant opté pour cette démarche d'architecture d'entreprise, quels sont les défis, quels sont les challenges, quelles sont les grandes réalisations aujourd'hui, mais qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon à partager avec les autres qui comptent aussi peut-être emboîter ces pas? Merci beaucoup pour la question. À mon avis, l'architecture d'entreprise, d'abord, c'est vraiment la fondation, c'est la base dont on a besoin pour bâtir correctement un système de santé intégré. Parce que l'intégration, c'est l'un des maîtres mots. Et qui dit intégration dit différents intervenants, différents sous-systèmes, différentes solutions, mais à la fin qui servent au fait à un même objectif, c'est d'améliorer la qualité, d'améliorer la santé au fait de la population. Et donc l'architecture d'entreprise pour nous, ça a vraiment été un très bel exercice, mais c'est aujourd'hui une boussole de toutes les interventions en santé numérique. Lorsque nous avons pris la tête de l'agence, bien sûr que nous avions trouvé le plan national de développement de l'informatique de santé déjà élaboré et validé, avec une feuille de route chiffrée des investissements en santé numérique, pour lesquels d'ailleurs nous remercions les partenaires qui nous ont sérieusement appuyés là-dessus. Donc là, je vois l'USAID ainsi que PAF, parce que nous avons été suffisamment appuyés pour élaborer ces deux documents. Et donc, ces deux documents contenaient plusieurs investissements et l'une des actions prioritaires, c'était la mise en place d'une architecture d'entreprise. Et donc, ce que nous avons fait, nous nous sommes très rapidement mis au travail avec l'appui de nos différents partenaires et nous nous sommes rassurés que d'abord, nous ayons au sein de l'ANI CNS des équipes formées pour la certification TOGAF, mais aussi nous avons été appuyés par un consultant qui nous a accompagnés jusqu'à ce que nous ayons élaboré et finalisé et validé notre architecture d'entreprise en santé numérique. Bien sûr qu'il y a eu beaucoup de défis parce que, vous savez, notre système de santé avait été beaucoup fragmenté pendant plusieurs années. Les solutions de santé numérique fonctionnaient de manière très isolée. Et donc, pour arriver à cette architecture d'entreprise, il fallait aussi discuter avec plusieurs intervenants. Là, je vois les directeurs des différents programmes spécialisés, par exemple du ministère de la Santé. Je vois les intervenants même du secteur privé qui avaient des solutions de santé numérique déjà opérationnelles dans notre pays. L'idée, c'était vraiment de ramener tout le monde vers une architecture, vers une infrastructure beaucoup plus synchronisée, beaucoup plus harmonisée, en vue de faciliter cette implémentation de la santé numérique pour aider la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Et aujourd'hui, par exemple, l'une des actions prévues dans notre architecture d'entreprise, c'est l'hébergement synchronisé ou unique des données. Et c'est un processus qui vient de commencer. Le DHIS2, par exemple, qui était totalement hébergé à l'étranger, il y a une partie que nous avons déjà commencé à rapatrier dans les infrastructures que nous avons mises en place dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Nous sommes en discussion avec certains partenaires qui nous appuient déjà avec des solutions comme Blue Square, par exemple, pour que les données de santé communautaire soient aussi rapatriées et hébergées au sein de notre pays. Et donc ça, ce sont déjà les fruits de cette mise en œuvre de l'architecture d'entreprise, mais il y a encore beaucoup d'efforts à fournir en termes d'harmonisation, de synchronisation d'intervention entre les parties gouvernementales, mais aussi les différents partenaires techniques et financiers qui nous appuient. Merci.
Merci beaucoup, DG. Je crois que... Est-ce que le cordon est là ou on enchaîne avec la deuxième question? Je crois que les pays a eu à développer le plan national de développement du numérique à l'horizon 2030, si je ne me trompe pas. C'était important pour nous aussi d'avoir une idée, peut-être 5 ans après la mise en œuvre. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui, notamment dans ce qui était prévu? Je regarde par exemple tous les aspects d'infrastructure, parce que ça c'est très très important. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur les avancées en termes de développement dans le pays? Très bien, merci beaucoup. D'abord, j'aimerais rappeler qu'il existe aujourd'hui un cadre. Donc, le cadre, premièrement, c'est le plan stratégique, le plan national stratégique pour la couverture santé universelle, qui est développé pour la durée de 2021 à 2030, bien sûr, pour rencontrer aussi les objectifs de développement durable. Et donc, dans ce plan-là, l'architecture de la couverture santé universelle avait été constituée. Mais au-delà de ça, le gouvernement avait déjà élaboré et validé le plan national de développement sanitaire. Et donc, ce plan national de développement sanitaire comprend bien sûr plusieurs axes stratégiques en matière de développement ou d'amélioration de notre système de santé. Maintenant, il y a eu un plan national de développement de l'informatique de santé qui s'aligne totalement à ces deux grands documents directeurs, si je peux le dire. Et donc, ce plan a prévu plusieurs actions, notamment, bien sûr, la mise en place des infrastructures qu'il faut pour qu'on soit en mesure d'héberger les données de santé correctement, mais aussi pour qu'on soit en mesure de correctement intégrer les différentes solutions. Et à ce jour, j'aimerais préciser que la mise en œuvre de la couverture santé universelle a été d'une importance extrêmement capitale pour l'Agence nationale d'ingénierie clinique et du numérique de la santé. Comme vous le savez, le président de la République avait instruit le gouvernement à lancer le programme de prise en charge gratuite de la femme enceinte, des accouchements et des nouveau-nés. Et dans ce programme-là, il était prévu que la digitalisation soit aussi totalement financée. C'est ce que le gouvernement a fait. L'idée, c'était aussi de montrer l'exemple auprès des différents partenaires que le gouvernement s'est maintenant engagé à financer la transformation digitale de son système de santé et le gouvernement lui-même a mis de l'argent pour que nous puissions mettre en place les infrastructures actuelles que nous avons. Et donc, cela nous a permis, bien sûr, d'acheter différents équipements, mais ça nous a aussi permis d'aménager un espace transitoire d'hébergement en attendant, bien sûr, que l'on mette en place un data center dédié à notre système de santé. Parce que, comme vous le savez, le système de santé brasse énormément de données tous les jours. Le rapportage des données de surveillance épidémiologique se fait au quotidien. Les rapportages des données provenant des dossiers patients informatisés se fait au quotidien. Les rapportages de données financières dans le système de santé se fait au quotidien. Plusieurs données sont collectées au quotidien et pour que le ministère de la Santé soit efficace dans son action, il a besoin d'une infrastructure qui lui permette d'avoir accès à ces données en quasi temps réel. Et donc, pour ça, il faut un investissement conséquent pour lequel nous sommes en train de nous battre avec le gouvernement, mais aussi avec les différents partenaires qui nous appuient. Là, je cite la Fondation Bill et Melinda Gates avec laquelle nous sommes en discussion pour héberger toutes les données, par exemple, liées aux toutes les données géospatiales, par exemple. Et donc, l'idée, c'est d'avoir cette infrastructure-là correctement harmonisée où nous hébergeons toutes les données de santé et où nous intégrons maintenant toutes les nouvelles solutions qui se rajouteront dans notre système de santé. Voilà un tout petit peu les efforts que nous avons fournis. À ce jour, toutes les données, par exemple, de la gratuité de la maternité sont hébergées dans dans l'infrastructure que nous avons aménagée. Aujourd'hui, nous avons, en collaboration avec l'Institut national de santé publique, nous avons finalisé un nouveau menu USSD pour faciliter le rapportage des alertes et des cas de Mpox au niveau communautaire. Et ces données, encore une fois, seront hébergées dans la même infrastructure. L'idée, c'est vraiment d'aller vers cette synchronisation des actions, mais aussi cette infrastructure unique qui permet d'héberger et de maintenir les données de santé. Merci. Très bien. Puisque vous avez abordé les questions d'investissement, on sent que euh, vraiment le gouvernement a donné le ton avec ces niveaux d'investissement. Vous avez parlé de 6 millions. Je vais peut-être me permettre d'inviter M. Tradaton
à ces panels euh, pour, ensemble avec les directeurs généraux de la NICNS, parler des questions d'investissement. Je vais peut-être laisser à Tradaton de se présenter, surtout à ceux qui sont en ligne. Je pense que tout le monde ici dans la salle te connaît très bien. Tu peux te présenter un peu rapidement ce que tu fais et depuis combien de temps tu appuies la RDC et surtout l'agence avant que je te pose ma première question. Merci Ernest et merci DG. C'est un grand plaisir d'être avec vous dans la salle et en ligne. Je m'appelle Trad Hatton, je suis directeur pays de l'ONG PATH. L'ONG PATH, c'est une ONG américaine qui spécialise dans l'innovation en santé et l'appui pour la digitalisation. C'est aussi un honneur pour nous d'accompagner le pays depuis plusieurs années. Moi, personnellement, je suis en travail en RDC en appui le ministère depuis 1999. Donc, c'est un système où j'ai eu le temps de sentir ça terrain jusqu'au sommet. Et donc, nous aussi, en passe, on voit que la transformation digitale pour l'RDC, c'est un élément essentiel dans son croissance et dans son développement. Avant tout, je crois, vous, monsieur le modérateur, vous m'avez posé la question par rapport à l'investissement. Et je crois la première chose que je dois dire, c'est que le pays a fait un très bon travail d'avoir une vision claire par rapport à la transformation digitale. Et la volonté politique est très, très élevée et très, très visible. Et ça permet à tout le monde de se consolider autour d'une vision et un investissement. Donc, pour, pour, et en particulier, je veux remercier et reconnaître le DG d'Anis pour le démarrage. Bonjour, chers panélistes, bienvenue. Donc, je veux féliciter le leadership du ministre de la Santé, le coordinateur de la couverture santé universelle et aussi le directeur général de l'ANICNS. Parce que pour démarrer un projet si large d'une transformation digitale d'un pays continent comme l'RDC, c'est une grande œuvre qui va avoir un impact pour les générations de venir. Donc, je veux aussi remercier le gouvernement américain, USAID, et le projet Digital Square, qui accompagne plusieurs pays dans ce processus. Et nous sommes vraiment honorés et privilégiés d'être un partenaire de proximité de votre leadership, DG. En termes d'investissement, c'est une matière très, très sérieuse parce que l'investissement en digital, c'est un investissement large. Hein, il ne faut pas imaginer que les investissements digitaux sont minimes. Ce sont un large investissement et vraiment de prendre en considération les ressources limitées et comment les investir. Le plus grand investisseur dans le système, c'est le gouvernement lui-même et la population qui va les utiliser. Et je loue encore les efforts du gouvernement de mettre l'argent de le trésor dans le système. C'est vraiment un signe, un symbole très fort pour la communauté internationale que c'est une priorité pour le pays. Après l'investissement du gouvernement, je crois que le deuxième groupe des investisseurs sont les partenaires bi- et multilatéraux, hein, donc les autres pays, hein, si c'est les États-Unis ou si c'est la Grande-Bretagne ou l'Allemagne ou des autres, mais aussi le multilatéral, la Banque mondiale, le Gavi, le Fonds mondial, tous sont les grands investisseurs qui auront des millions de contribués dans le système. Donc, c'est une question maintenant de les coordonner. Parce que l'importance que tout le monde vienne autour de la même vision et aligné derrière la même vision, c'est ça la tâche très complexe. Donc, l'année 6, le prédécesseur de l'ANICNS a organisé une table ronde des investisseurs. À l'époque, on a développé une feuille de route d'investissement pour que tout le bailleur de fonds s'inscrive dans un seul plan.
Et on a eu quand même des succès et l'orientation de financement. Et c'est ça le processus qui doit être suivi et qu'on élargi. Parce que vous voulez que tous les investisseurs s'organisent autour de l'architecture et le système que le directeur général et les autres ont monté. Je ne sais pas si, modérateur, j'ai répondu à votre question. Très bien, merci. Vous avez totalement répondu à ma question, mais je m'avais posé peut-être la même question au DG. Après l'expérience de la première ou la deuxième stratégie nationale de développement de l'informatique de santé, avec la feuille de route des investissements telle que Tradaton venait de le décrire, quel est aujourd'hui l'impact que cela a apporté? Qu'est-ce que le pays a tiré comme leçon pour cet exercice-là? Et est-ce que vous envisagez éventuellement élaborer une nouvelle feuille de route des investissements? Je ne sais pas ce qui est prévu, mais donnez-nous quand même votre avis par rapport à ce qui a été fait. Très bien. Merci beaucoup, Dr. Ernest. Et merci beaucoup à Trad pour cet exposé, mais surtout pour l'appui que l'on reçoit du gouvernement américain, USAID, du projet Digital Square, qui est un appui aussi technique, parce que vous savez qu'en matière de santé numérique, les questions de ressources humaines sont des questions qui sont extrêmement importantes. Donc, merci pour cela. Maintenant, en ce qui s'agit de la feuille de route, par exemple, nous avons, nous, bénéficié de cet appui-là et la feuille de route des investissements en santé numérique a été un document clé, un document directeur, même pour le gouvernement lui-même, pour que l'on soit en mesure de correctement effectuer les différents décaissements et que l'on ait vraiment des axes prioritaires d'investissement. Cela, c'est un document qui nous a beaucoup aidé. Donc, il est toujours important d'avoir un document comme celui-là. Et donc, c'est des documents qui expirent cette année, nous sommes en 2024. Et donc, je peux déjà l'annoncer que d'ici la fin de cette année, nous allons organiser un grand atelier où nous allons élaborer notre nouvelle stratégie en matière de santé numérique. Et cette nouvelle stratégie va s'aligner à trois documents principaux. Le premier document, c'est la loi. Parce que, comme vous le savez, nous avons aujourd'hui une loi sur la couverture santé universelle, donc une loi qui modifie et complète la loi de 2018 qui fixe les principes fondamentaux d'organisation de la santé publique. Et dans cette loi-là, il y a toute une section qui parle de la santé numérique. Le deuxième document, ce sera le plan stratégique national pour la couverture santé universelle que j'avais évoqué précédemment, qui va jusque 2030. Et le troisième document, c'est celui qui vient d'être validé au niveau du ministère de la Santé, qui est le plan national de développement sanitaire, qui lui est d'ailleurs programmé sur 10 ans. Parce que l'idée, c'est d'améliorer l'espérance de vie de Congolais, de gagner 20 ans d'espérance de vie de Congolais en 10 ans. Et donc, nous allons élaborer la nouvelle stratégie de santé numérique alignée à ces trois différents documents que je viens de citer. Mais nous allons aussi élaborer une nouvelle feuille de route chiffrée en santé numérique. Et cette nouvelle feuille de route chiffrée va prendre en compte tous les nouveaux paramètres qui existent, notamment l'architecture mise en place dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, mais aussi les différentes réalités de notre pays, telles que le problème de connectivité Internet que nous avons, les problèmes de disponibilité d'équipements que nous avons, les problèmes de permanence électrique que nous avons, mais aussi le problème de qualité de ressources humaines que nous avons. La feuille de route, cette fois-ci, va prendre en compte tous ces paramètres en vue de résoudre ce problème une fois pour toutes. Et je pense que nous avons aujourd'hui tout le potentiel qu'il faut pour adresser ces questions de manière très claire et les résoudre avec l'appui de nos différents partenaires. Merci beaucoup, DG. Je me permets d'abord d'accueillir notre troisième panéliste qui nous a trouvé déjà dans le bain. C'est le coordonnateur adjoint de l'Agence de développement du numérique. Soyez le bienvenu. Et merci d'avoir accepté cette invitation de l'agence pour ces premiers webinaires. Je crois que le DG a parlé des questions d'infrastructure et moi, je vous regarde. Je crois que vous êtes le garant du plan de développement du numérique. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui en termes d'infrastructure? Vous savez que la question, par exemple, de data hosting ou d'hébergement des données de santé, ce sont des questions très, très sensibles. Aujourd'hui, le DG l'a mentionné. Nous avons commencé avec le peu de ressources que l'agence dispose, le rapatriement d'une partie de nos données de santé qui se trouvent encore être hébergées à l'étranger.
Qu'est-ce que l'agence prévoit? Qu'est-ce que le pays a déjà entrepris comme réalisation et quelles sont les prochaines ou la vision pour les prochains mois ou les prochaines années? Vous présentez d'abord. Merci pour votre question. Bonjour à tous. Donc, je suis Jean-Luc Ngogoua, le coordonnateur adjoint en charge des questions techniques et de planification au sein de l'Agence pour le développement du numérique. Alors, tout d'abord, je tenais à féliciter le DG de la NICNS pour cet événement d'une part et tout le chemin parcouru qui nous emmène ici à une réunion de rétrospective. Parce que quand on fait une rétrospective, c'est qu'on a pu accomplir les choses et félicitations. Je félicite également les partenaires qui nous accompagnent, Digital Square, et qui accompagnent l'État congolais dans les efforts pour améliorer le quotidien des Congolais. Et la santé en est un élément crucial. Alors, concernant la vision du chef de l'État pour le numérique, tout a commencé en 2019, quand il a accédé aux fonctions suprêmes. Il a fait un état des lieux de la nation. Et pour le numérique, il avait une vision, c'était de faire du numérique un levier pour l'intégration, la bonne gouvernance et la croissance économique et le progrès social. Et cette vision a été traduite à travers le Plan national numérique Horizon 2025, qui lui aussi touchera sa fin à l'horizon 2025. Le Plan national du numérique comprend 69 projets répartis sur 4 piliers. C'est très important ces piliers, que sont les infrastructures, dont a parlé le DG, les contenus, on parle dans les contenus, le capital humain, le leadership, la production des données. Je sais que c'est un sujet important avec toutes les données qui sont prévues d'être générées, qui sont déjà générées dans le cadre de la CSU. Les usages applicatifs, donc pouvoir permettre aux citoyens d'utiliser toutes ces applications, d'où qu'ils soient. Et enfin, la gouvernance et la régulation. Au 31 décembre 2024, ce plan accusait un taux de réalisation de 57%, avec 14 projets terminés. 25 projets sont actuellement en cours d'opérationnalisation et 30 projets doivent être démarrés. Et nous sommes dans ce mandat, comme a dit le chef de l'État, pour consolider les acquis. Et dans le plan d'action du gouvernement, il est prévu, dans l'axe pour la numérisation de la société congolaise, de finaliser les 30 projets non terminés du plan national du numérique. Alors, en termes d'apport de ce que ce plan national du numérique a pu emmener sur les secteurs, il y a notamment ce sujet important des infrastructures, où un schéma directeur des infrastructures avait été mis en place, qui prévoit de poser 50 000 km de fibres à travers les RDC. Actuellement, nous en sommes à 10 000 km de posés et nous comptons accélérer le mouvement. La régulation, qui est un élément important, a prévu des allégements fiscaux pour que les opérateurs du secteur puissent aller plus simplement dans ces endroits assez reculés. Nous avons également le Code du numérique, qui est venu poser les bases légales pour la numérisation massive de la société. Nous avons notamment les notions de signature électronique, confiance numérique, la cybersécurité, les crimes par rapport à tout ce qui se passe dans les cyberespaces sont maintenant légiférés au niveau du code du numérique. Les infrastructures critiques telles que les centres de données, qui jusque-là, au niveau de législation, n'étaient pas tout à fait claires, sont aussi clarifiées au niveau du code du numérique. Donc, avec ces outils, le code du numérique paru en mars 2023, publié en mars 2023, la loi sur les télécoms, publiée en 2020, pose les bases maintenant pour une numérisation massive de la RDC. Et la numérisation passe par des usages. Et la CSU est un excellent usage pour attirer les populations vers le numérique et pouvoir profiter des externalités positives. Le CSU, quand on le regarde, est à lui seul un mini-plan national du numérique parce qu'il adresse les 4 piliers dont on a parlé. Nous avons parlé des infrastructures. C'est très important de pouvoir interconnecter d'une part tous les hôpitaux afin d'assurer une gestion plus efficiente, de pouvoir connecter tous les patients, que les patients, où ils soient, puissent avoir accès à la bonne information, au bon service. Et je vois que dans le plan, c'est prévu. Nous avons la question des contenus. Nous avons nous-mêmes, avec la NICNS, reçu pas mal de startups
qui viennent avec leurs petites applications et qui veulent contribuer, qui disent, moi, j'ai un cas d'usage que je peux résoudre, voilà ce que je peux faire. Et nous voyons que c'est en train d'entraîner tout un écosystème derrière qui est en train de pousser ce développement du numérique pour qu'on arrive à ce que le numérique nous simplifie la vie et aide nos sociétés à se développer. Nous avons les usages applicatifs, il y a la notion importante de culture du numérique, ce que les gens commencent à prendre l'habitude, à travers tous les services offerts par le CSU, d'utiliser leur portable pour avoir accès à des services de base qu'offre l'État. L'État est en train de revenir dans leur vie. C'est un élément absolument crucial. Il y a l'e-gov, l'e-administration, qui est également une des priorités pour ce mandat-ci, avoir un e-gov fonctionnel qui prend le plus de services possible. Et aujourd'hui, la santé devient un des éléments les plus moteurs pour le développement de cet e-gov. L'éducation va suivre et nous avons la sécurisation des usages. Nous parlons des données de santé. Ce sont des données sensibles qui doivent être protégées non seulement du point de vue de l'utilisateur, mais également dans tout le système de personnes qui peuvent y accéder. Et c'est également un point que la loi prévoit de gérer. Et également, le CSU le prend en charge. Et il y a toute la partie régulation et cybersécurité qui est également dedans. Un détail sur les différents éléments. Si vous me permettez, je vais vous prier de prendre la place. On va reconfigurer un peu notre cadre ici pour recevoir le coordinateur national de la CSU qui nous rejoint, qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre. Les collègues qui sont en ligne, si vous avez des questions, nous allons donner un petit moment pour prendre deux, trois questions en ligne. Vous pouvez vous prononcer dans le chat. Nous allons accueillir Monsieur le coordinateur national de la couverture santé universelle. Excellence, Monsieur le coordinateur national de la couverture santé universelle, merci de nous avoir fait l'honneur de répondre à cette invitation de l'Agence nationale d'ingénierie clinique et de numérique de la santé, qui tient à ce jour son premier webinaire, qui a vraiment un focus sur la communication sur les différentes réalisations, mais partager notre expérience aux autres qui sont nombreux à nous suivre en ligne. Nous avons commencé déjà quelques minutes à échanger sur ce que l'ANSNS a fait et les avancées en termes de mise en œuvre du plan national de développement du numérique à l'horizon 2025. Comme vous venez de nous rejoindre, je me permets de vous poser la toute première question. Avant tout, vous allez d'abord vous présenter. Je sais que les collègues ici dans la salle vous connaissent bien, mais nous avons beaucoup de participants en ligne à l'étranger qui aimeraient bien savoir qui vous êtes. Et moi, ma première question, vous allez enchaîner avec cette question. Aujourd'hui, nous savons que la couverture santé universelle, c'est l'une des grandes priorités pour le gouvernement congolais. Quelle est la place pour vous pour le numérique? Merci pour la question et désolé pour le retard. Moi, je suis le docteur Polydon Bongani Kabila. Je suis le coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle, qui est un service spécialisé de la présidence de la République. Et ce choix a été fait du fait que le concept de la CSU est multisectoriel. Et aussi pour démontrer l'importance que les chefs de l'État attachent à ce programme de transformation de notre système de santé. La place de la législation centrale, en fait, comme vous le savez, euh, nous avons fait plusieurs choix et nous avons établi plusieurs piliers dans le cadre de la mise en place de la couverture santé universelle, dont un pilier gouvernance. Et le pilier gouvernance ne peut être assuré que par la digitalisation. Et là, quand nous parlons de gouvernance, nous ne parlons pas seulement de gouvernance sur le plan financier. Donc, c'est la gouvernance de tout le système. Sa gestion au jour le jour, la transmission des données, la gestion des données,
la mise en place d'un système hospitalier informatisé, le développement des centres de données, donc des databases, donc toutes ces choses. Euh, c'est ça la place que la CSU, plutôt l'administration occupe dans la CSU. C'est une place centrale. Et moi, nous disons toujours que c'est considéré comme étant l'épine dorsale de notre système avec laquelle le système ne pourra pas fonctionner. Merci beaucoup. Je crois que avec la volonté politique ferme telle que vous l'avez dit et l'impulsion de chef de l'État, les choses sont en train d'évoluer assez vite. Aujourd'hui, on a déjà le processus d'extension de la gratuité des accouchements et des soins de nouveau-nés. Comme vous l'avez dit, le numérique a un grand rôle à jouer, mais nous savons aussi que l'ANICNS, qui est l'agence du numérique, c'est une structure jeune qui a démarré presque au même moment que le programme de couverture santé universelle. Il y a des choses qui sont faites. Quelle est aujourd'hui pour vous votre impression par rapport au travail qui est fait aujourd'hui, aux réalisations? Et est-ce que vous avez des recommandations particulières à faire, d'abord à l'agence, et peut-être nos collègues de l'agence de développement numérique également, ou aux bailleurs, aux partenaires qui sont en train de nous appuyer et qui nous suivent nombreux en ligne? Oui, merci. Des avancées, il y en a certainement eu. Comme vous le savez, nous avons commencé avec la mise en place de la couverture santé universelle, son opérationnalisation par la gratuité de la prise en charge de la femme enceinte, de l'accouchement ainsi que de la prise en charge des nouveau-nés. Et dans ce processus, justement, l'ANICNS, donc, qui est notre agence du numérique et du digital, dans le cadre de la couverture santé universelle, a joué un rôle assez important dans le sens que il y a eu la mise en place d'une plateforme USSD qui permet l'enregistrement à travers, disons, par l'utilisation du téléphone même. Et pas nécessairement, ça ne doit pas nécessairement être un téléphone intelligent, donc tous les téléphones. Et les personnes peuvent s'enregistrer ainsi en ligne sans avoir nécessairement un contact physique. Et donc, ça donne une algorithme que les gens suivent et avec laquelle ils peuvent s'enregistrer. Ça, c'est la première des choses. Et puis, le même principe a été, il y a eu formation des analystes de données ou des gens au niveau des établissements de soins qui peuvent déjà encoder certaines données au niveau des établissements de soins. Cela a été précédé par une formation. Et au-delà de ça, nous savons que pour le moment, la NICNS est en train de mettre en place euh, justement de digitaliser 103 établissements de soins dans la ville province de Kinshasa, de digitaliser de fond en comble, c'est-à-dire avec la fourniture d'équipements médicaux, ainsi que la formation des prestataires qui vont utiliser ces ordinateurs pour que nous puissions collecter les données. Et ça, c'est aussi en même temps en train de mettre en place le système hospitalier informatisé, donc qui est très, très, très important et capital, et qui est un outil qui va nous aider même à gérer la qualité des soins. Par exemple, vous avez quelqu'un qui arrive et qui fait 10 jours, et puis vous avez dans un autre hôpital, pour la même pathologie, quelqu'un fait 5 jours. Quelle est la différence entre les deux? Et si nous rendons compte que c'est le même hôpital qui détient le malade pendant 10 jours, nous savons qu'il y a un souci et que nous pouvons intervenir. Et donc ça, ce sont des données qui sont utilisables directement, qui pourront être générées par le travail que l'ANICN est en train de mettre en place. Alors, il y a bien sûr, j'ai toujours dit, en santé, les besoins sont illimités, les ressources sont limitées. Et donc, nous essayons toujours de voir dans quelle mesure appuyer financièrement l'ANICNS dans sa mission. Et même, je dirais, l'agence du numérique, hein, dans cette mission qui est de digitaliser non seulement la santé, mais le pays de façon générale. Et moi, je pense que les besoins sont là avec, par exemple, la mise en place des centres de données, avec euh, éventuellement aussi la formation, hein. Et même pour ce qui est de l'ANICNS, je dirais, il faut vraiment la rendre très opérationnelle. Et parfois, il y a des besoins qui se ressentent, parce que c'est une nouvelle agence qui a besoin d'appui. Et donc, il faut l'appuyer dans son opérationnalisation et dans le travail qu'elle est en train de faire tous les jours.
Merci, monsieur le coordonnateur. Deux petites questions pour les DG de la NICNS. Je sais que deux, deux facteurs importants pour la réussite de votre travail. D'abord, les ressources humaines qualifiées. Aujourd'hui, c'est un vrai challenge. Quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour assurer que l'agence et les pays disposent suffisamment de ressources humaines qualifiées qui sont à même de porter cette dynamique? Aujourd'hui, vous êtes en train de déployer les systèmes d'information hospitaliers au niveau des établissements des soins de santé à Kinshasa et même en dehors de Kinshasa. Le problème, c'est récent aujourd'hui. Quelle est la stratégie que vous mettez en place pour résoudre ce problème? Deuxième facteur, c'est la couverture Internet. On va vers le numérique, on a besoin d'avoir une visibilité en temps réel ou quasi réel. On sait aujourd'hui que nous avons encore des limites en termes de couverture, mais aussi de qualité. Et quelles sont les stratégies effectivement que l'agence, à travers ces cadres de collaboration, euh, avec les partenaires, que ce soit public ou privé, vous avez mis aujourd'hui pour résoudre ces deux facteurs qui, pour moi, ça semble important. Je ne veux pas vous ajouter le facteur disponibilité de l'énergie. Merci beaucoup pour ces deux questions. Premièrement, s'agissant des ressources humaines, je pense que c'est simple et pas simple à la fois. C'est très simple parce que on connaît exactement le type de compétences dont on a besoin pour assurer la transformation digitale. Des fois, c'est des choses simples. On a besoin de quelqu'un qui sait utiliser un ordinateur, correctement un téléphone, correctement une tablette, qui sait très facilement s'adapter à l'utilisation d'une nouvelle application, qui a l'habitude des interfaces. Maintenant, ce besoin en ressources humaines se situe à deux niveaux. Le premier niveau, c'est vraiment au niveau beaucoup plus supérieur. Ce n'est pas la population directement, mais c'est à notre niveau, nous, au niveau gouvernemental, au niveau des acteurs qui non seulement développent ces solutions, mais qui s'assurent qu'elles sont interopérables, qu'elles fonctionnent correctement au sein des établissements de soins de santé. C'est pourquoi vous allez constater qu'au niveau de la NICNS, par exemple, même le recrutement que nous faisons est extrêmement rigoureux. Nous avons aujourd'hui, si on a pu faire ce code USSD, si on a pu mettre en place l'infrastructure qu'on a mis en place avec des ressources très limitées, c'est parce on a constitué une équipe vraiment très bonne, à mon avis, qui travaille selon les limites de nos moyens, mais qui fait déjà des exploits aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit au départ, vous avez vu que le chef de l'État avait annoncé qu'on commençait la gratuité des accouchements à Kinshasa le 5 septembre. Le 4 septembre, nous avions déjà lancé le code USSD étoile 151 dièse, qui aujourd'hui a permis un peu plus de 180 000 femmes enceintes de s'enregistrer sans avoir besoin de connectivité Internet. Comme vous le savez, nous savions que la population était habituée d'utiliser les codes USSD pour faire des transactions financières. Et donc, il fallait mettre en place une équipe qui pouvait mettre en place une telle infrastructure et faciliter cet enregistrement. Maintenant, au niveau des établissements de soins de santé, il y a un très gros défi. Le défi des ressources humaines est tellement énorme que même après avoir fait la formation, des fois l'instabilité du personnel fait en sorte que vous avez des équipements à des endroits où le personnel qui avait été formé n'est plus disponible pour utiliser. Et donc, nous avons de manière très simple, stratégiquement, commencer à former deux data managers, comme le coordonnateur l'avait annoncé, donc deux analystes, deux data managers par établissement de soins de santé, pour qu'ils restent, on forme vraiment les formateurs pour que ce soit eux qui soient en train de former tout le reste du personnel de santé sous notre supervision. Mais pour pérenniser en fait, cette disponibilité de ressources humaines de qualité, nous avons déjà commencé des discussions avec l'école de santé publique, par exemple de l'Université de Kinshasa, pour inscrire les matières de santé numérique dans un curriculum très bien détaillé selon les besoins de la société. Comme on le dit toujours, il faut que les universités élaborent, développent des programmes selon les besoins des gouvernements selon les besoins réels de la société. Et donc, nous avons déjà commencé des discussions avec l'école de santé publique et très bientôt, nous allons commencer des discussions avec la faculté des sciences, le département de mathématiques et informatique de l'université de Kinshasa avant de commencer avec les autres universités pour que certains étudiants sortent de l'université déjà avec un certain nombre de bagages en matière de santé numérique parce qu'on sait que le besoin est énorme. Donc voilà un tout petit peu notre petite stratégie en matière de ressources humaines. Merci. Ah, ok, ça passe.
Une question pour le coordonnateur adjoint de l'ADN. Aujourd'hui, comme le DG de la l'ICNS vient de le dire, nous avançons vers le déploiement des dossiers médicaux électroniques ou des systèmes d'information hospitalière. Ce qui signifie que nous allons collecter les données de santé, les données individuelles. Aujourd'hui, quel est le niveau de la législation au pays? Vous avez fait allusion au code numérique, mais le code numérique a laissé des portes pour avoir ce qu'on appelle les mesures d'application spécifiques, mais qui sont encore attendues au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce que le pays prévoit? Parce que quand on échange, nous, avec les autres partenaires, il y a quand même des inquiétudes lorsqu'on se déploie avec les outils numériques et que la législation n'est pas suffisamment claire, suffisamment explicite là, à ce niveau-là. Qu'est-ce que le pays prévoit? Merci beaucoup pour votre question. Donc, le code du numérique a permis, premièrement, de réguler tous ces aspects-là. Concernant les données, le code du numérique est clair, c'est que les données des citoyens congolais ainsi que les données officielles sont hébergées sur le territoire national. Ensuite, il y a des mesures d'application qui permettra de réguler le tout. Dans les il y a notamment, dans les objectifs du gouvernement actuel, tels que prévus dans le plan d'action du gouvernement pour la numérisation de la société congolaise, il y a notamment mettre en place toutes les mesures d'application de nos deux lois sectorielles, le Code du numérique d'une part, ainsi que la loi Télécom de 2020. C'est l'objectif de cette année. Mais dans cette attente, la loi étant claire, le ministère qui a le poste télécom et numérique dans ses attributions est en train de suppléer à l'absence de ces mesures d'application. Donc aujourd'hui, pour toute question concernant les régulations, l'autorité est en place qui peut conseiller et accompagner tous les acteurs du secteur. Donc il n'y a pas d'inquiétude, la loi le prévoit maintenant, il faut avancer. Et nous avons notamment des centres de données qui sont en train d'ouvrir ici, privés, qui sont en train de respecter la législation de la RDC. Et aujourd'hui, on peut y stocker les données. Et le gouvernement est en train d'arriver avec son data center souverain, qui est également dans le plan d'action de ce gouvernement. Merci beaucoup. Une question pour le DG. Je crois que vous avez fait allusion au travail qui est en cours de déploiement déjà de SIH dans un certain nombre d'établissements. Je sais que c'est une première expérience d'implémentation pour la NICNS. Quelles sont les leçons que vous tirez déjà de cette expérience que vous pouvez partager avec, et puis les contraintes que vous avez aujourd'hui dans ce processus? Très bien, merci pour la question. J'avais oublié votre question sur la connectivité Internet. Quand vous aviez suivi le coordonnateur adjoint de l'ADN, il a parlé du nombre de kilomètres de fibre optique à mettre en place au niveau du pays. Et donc, je pense que nous, au niveau du système de santé, nous attendons cette amélioration de la couverture en fait, en termes de connectivité Internet pour qu'on soit en mesure de correctement intégrer nos établissements de soins de santé. Mais comme vous le savez aussi, on peut passer par les entreprises de télécommunications. C'est ce qu'on fait aujourd'hui via USSD, par exemple, pour collecter un certain nombre d'informations. Je l'avais aussi dit au départ que pour Mpox, par exemple, le ministre l'a annoncé, nous avons ajouté un nouveau menu dans le code USSD pour permettre que le niveau communautaire soit en mesure de rapporter les informations sans besoin de cette connectivité Internet. Bien sûr que ça passe par les entreprises de télécommunications. Mais bien sûr, les défis sont encore énormes et il faut qu'on travaille vraiment en symbiose. Il faut qu'il y ait une synchronisation entre la planification au niveau de déploiement des fibres optiques et le système de santé pour qu'on sache par où ça passe, comment est-ce que ça peut avoir un impact direct sur les établissements de soins de santé à travers tout le pays. Je pense que c'est un travail que le gouvernement est déjà en train de faire. Maintenant, vous avez parlé des systèmes d'information hospitaliers, ce qui est très important parce que des fois, on parle de dossier patient informatisé, dossier patient informatisé. Certaines personnes pensent que c'est une application que l'on met en place. En réalité, le dossier patient informatisé, c'est la conséquence, en fait, de mettre en place un système d'information hospitalier qui permet de collecter les données de tous les patients, de données complètes d'un patient. Et donc, ce que nous avons déjà fait selon les attributions qui sont nôtres, nous avions déjà accordé des homologations provisoires à des systèmes d'information hospitaliers selon des critères
que nous avions élaborés, des critères provisoires aussi, parce que la loi prévoit que l'autorité de tutelle prenne un arrêté qui fixe, qui arrête des critères d'homologation. Et donc, nous avions déjà catégorisé ces critères-là en critères fonctionnels, en critères de sécurité et d'interopérabilité, parce qu'il faut qu'on s'assure que les différentes solutions se parlent. Et donc, sur cette base-là, nous avions homologué 6 différents systèmes d'information hospitaliers. Et dans le cadre de ce programme de prise en charge gratuite de la femme enceinte, des accouchements et des nouveau-nés à Kinshasa, nous avons commencé avec 3 différents systèmes d'information hospitaliers dans 103 établissements de soins de santé. D'ailleurs, c'est 104 parce que nous avons ajouté les cliniques universitaires, ce qui fait 104. Nous avons déployé, donc, nous sommes actuellement en train d'implémenter ces 3 différents systèmes d'information hospitaliers au sein de ces établissements de soins de santé. Le premier défi, en tout cas, c'est un défi de ressources humaines. On en a déjà parlé. Mais aussi d'instabilité des ressources humaines qu'on forme les data managers, on en a parlé. Donc, il faut vraiment que l'on investisse suffisamment, que l'on trouve des mécanismes avec le gouvernement, mais aussi avec les partenaires qui nous accompagnent. Comment est-ce qu'on peut commencer à organiser en permanence des formations vraiment pour permettre au personnel d'être en mesure d'utiliser les différentes solutions déployées. Le deuxième défi, grand défi que l'on rencontre, c'est un défi de connectivité Internet. Bien sûr que les systèmes d'information hospitaliers pour la plupart des cas, c'est des applications web, mais dans les critères, nous avions aussi fait le choix que certains fonctionnent en tout cas on et offline. Et donc, même pour ça, à un moment, pour qu'on soit en mesure d'accéder aux données en temps réel, il faut une permanence en connectivité Internet. Mais même avec nos entreprises de télécommunications, il y a des fois des difficultés en termes de bande passante, par exemple. Il y a des données qui n'arrivent pas à temps, il y a des difficultés opérationnelles, mais c'est des difficultés qui sont surmontables avec tout le travail qui se fait avec l'ADN, avec le ministère des PTN, mais aussi avec les différentes interventions du gouvernement. Troisièmement, l'autre difficulté, c'est une difficulté de permanence électrique. Ça, on en parle toujours, même dans la ville-province de Kinshasa, il y a beaucoup d'endroits aujourd'hui où l'électricité n'est pas permanente. C'est même pourquoi dans le kit digital, nous avions inséré le système photovoltaïque. Donc, dans le plan, vous verrez que dans le kit digital, il y a le système photovoltaïque pour qu'on s'assure qu'on peut collecter, que les équipements, du moins ceux liés à la transformation digitale du système de santé, peuvent avoir de l'électricité pendant un très long moment. Comme ça, on va collecter le maximum d'informations en quasi temps réel. Donc ça, ce sont vraiment les grosses difficultés que nous avons, mais le reste des difficultés, c'est vraiment des difficultés liées aux habitudes des personnes. C'est un nouveau paradigme des fois pour les établissements de soins de santé. Un médecin qui preste depuis plus de 20 ans sans peut-être utiliser un système d'information hospitalier où rentrent toutes ces informations-là, il faut maintenant faire une formation. Il faut le convaincre d'abord que ce système est important, mais aussi, il faut faire cette formation. Donc, voilà un peu les défis que nous avons dans le système de santé aujourd'hui. Une dernière question, parce qu'il est presque temps. Je crois qu'il y a la question du leadership aujourd'hui du gouvernement sur le domaine du numérique en santé ne se pose plus. L'agence est là, suffisamment présente. Mais il reste encore la question de la gouvernance. Il y a eu une dynamique, il y a eu des travaux. Le ministre, au mois de février dernier, il avait demandé à toutes les parties prenantes de se réunir et de proposer une solution pour mettre en place un seul cadre de gouvernance pour essayer de fédérer les différentes initiatives, les différents investissements. Où en sommes-nous? Ça, c'est la question, mais peut-être la sous-question. Quelle est aujourd'hui, parce que monsieur le coordonnateur national de la couverture santé universelle a parlé de besoins en termes de ressources pour appuyer l'agence. Quelle est la perspective aujourd'hui de l'agence pour mobiliser plus de ressources, même s'il faut mentionner effectivement que le gouvernement congolais a été le modèle en mettant beaucoup d'argent pour l'agence, mais il y a aussi quelques bailleurs, quelques partenaires qui sont en train d'appuyer l'agence. Mais quelle est la perspective que l'agence met en place pour mobiliser plus de ressources vous permettant, par exemple, de faire avancer la mise en œuvre du plan d'architecture d'entreprise qui est en cours de finalisation? Merci. Déjà, quelques commentaires. C'est que, premièrement, comme vous le savez, il fallait ce leadership fort. Et donc, je remercie d'ailleurs le coordonnateur du Conseil national de la CSU, ici présent, qui nous appuie généralement, même surtout en termes de plaidoyer, pour que les ressources de l'État soient mises à notre disposition.
Mais comme vous le savez, la loi prévoit bien sûr des appuis budgétaires directement du Trésor public, mais la loi aussi prévoit, parce que nous sommes un établissement public, que l'on soit en mesure de mobiliser des ressources parafiscales. Et donc, nous avons déjà, avec le Fonds de promotion de la santé, travaillé sur un certain nombre de mesures d'application qui sont aujourd'hui, pour le cas en tout cas, pour ce qui est des arrêtés, se trouvent sur la table des différents ministres sectoriels. Pour ce qui est des décrets qui se trouvent au niveau de son Excellence Madame la Première ministre, et nous croyons qu'incessamment, ces différents actes réglementaires seront pris. Et donc, une fois pris, je sais que nous allons de moins en moins dépendre du Trésor public et nous allons plus dépendre de nos propres ressources que nous allons mobiliser, et cela va faciliter même les différents investissements que nous voulons faire, mais aussi l'implémentation de toutes ces différentes solutions au niveau du pays. Pour la question de gouvernance, comme vous le savez, sur instruction du ministre, nous avions déjà travaillé et il y a un arrêté encore qui est prévu, qui est déjà soumis au niveau de son cabinet. Et je pense que incessamment, une fois pris, cet arrêté sera publié au journal officiel qui met vraiment un cadre de collaboration en matière de santé numérique où il y a plusieurs parties prenantes qui vont commencer à se réunir en permanence. Et je pense que presque tout le monde est représenté. Plusieurs parties prenantes vont commencer à se réunir en permanence, y compris même les partenaires techniques et financiers qui nous appuient, qui auront une représentation pour faciliter ce dialogue, mais aussi pour faciliter cette mobilisation des ressources des différents bailleurs. Parce que nous avons aussi constaté qu'il y a des ressources qui viennent dans le pays en matière de santé numérique, mais ces ressources-là ne sont pas correctement canalisées. Donc, ce qui fait qu'il y a des interventions dans plusieurs zones que nous ne maîtrisons pas. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un seul cadre où nous discutons sur la disponibilité de ces ressources, mais nous discutons aussi sur l'implémentation des différentes solutions avec des zones d'intervention bien claires. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le DG. Je ne sais pas, les collègues qui sont en ligne, on pourrait prendre une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne qui avait Oui, une question qui peut poser allô? rapidement au panéliste? Allô, vous nous entendez? Vous m'entendez, s'il vous plaît? Allô? Allô? Oui, oui, on vous entend. Ok, merci beaucoup. Je vais très rapidement poser ma question à monsieur Oui, une question de Monsieur Rudy Pambou. Comment une start-up comme Gaclay peut-elle collaborer avec Annie CNS pour améliorer les infrastructures électriques et IT solutions? Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Pambou, pour votre question. Et donc, nous, en tant qu'un établissement public, notre responsabilité n'est pas vraiment de descendre jusque dans tous les établissements de soins de santé pour faire ce travail de transformation digitale. On le fait généralement dans le cadre d'un partenariat public-privé. J'ai parlé des systèmes d'information hospitaliers qui étaient homologués. C'est des solutions qui appartiennent à des startups. C'est des solutions qui appartiennent à des entreprises qui sont privées, qui sont homologuées, avec lesquelles nous avons aujourd'hui un partenariat. Et donc, bien sûr que nos domaines d'intervention sont connectivité Internet, système d'information hospitalier, toutes les plateformes qui permettent la collecte de données, bien sûr la partie permanence électrique pour les établissements de soins de santé, bien sûr en collaboration avec le Fonds de promotion de santé. Donc, une société privée qui a ces compétences-là, qui a cette capacité à nous accompagner sur ces différentes questions, est toujours la bienvenue. Donc, vous pouvez nous écrire. Il y a plusieurs personnes qui nous écrivent. En tout cas, nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux. Et donc, vous pouvez juste nous écrire avec une lettre d'intention et ce que vous pouvez faire. Et au moment venu, si la stratégie est claire, les moyens sont disponibles, les besoins sont correctement exprimés, pourquoi pas? Il y a d'autres questions qui sont restées. On va les prendre. Je pense que l'année CNS est disponible. On a juste un commentaire. C'est un commentaire de remerciement de M. Moucha Kalalizi qui remercie l'année CNS pour tout le travail abattu pour l'évolution du travail. Merci aux participants en ligne. Son Excellence, Monsieur le coordinateur national de la couverture santé universelle, un dernier mot pour les participants et surtout ceux qui sont en ligne. Oui, merci pour les participants, bien sûr. Comme vous le savez, dans la stratégie de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, la digitalisation et la numérisation c'est vraiment un pilier important. Donc, et nous sommes très engagés à apporter tout l'appui qu'il faut à la NICNS pour que cela se fasse.
Je voulais juste appuyer ce que le DG de l'ANISNES a dit tout à l'heure par rapport aux partenaires qui viennent avec des solutions numériques ou digitales et qui le font sur le côté en solo. Que nous sommes dans une stratégie de l'alignement des bailleurs aux priorités et à l'utilisation des systèmes des pays. C'est un travail sur lequel je suis moi-même déjà personnellement engagé au niveau global dans le cadre de ce que nous appelons l'agenda de Lusaka. Nous voulons amener, et c'est un message vraiment que je lance à tous nos partenaires, que si vous voulez continuer à nous appuyer, il faut qu'on s'appuie, qu'on s'aligne aux priorités du pays, qui sont assez claires en fait. Elles sont déclinées dans le plan stratégique de la couverture santé universelle et dans le PNDES qui venait d'être adopté. Et donc, ceux qui veulent appuyer le pays s'allient à ces priorités du pays et utilisent les systèmes. Et pour le moment, la santé digitale en RDC, ça s'appelle la NICNS. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le coordonnateur. Merci beaucoup, DG de la NICNS, et merci beaucoup, Monsieur le coordonnateur adjoint de l'ADN. Merci aux collègues en ligne. Merci à Dr Ousmane qui a consacré 3 ans pour appuyer la genèse de la NICNS qui est en ligne avec nous. Merci à Moucha qui a travaillé en étroite collaboration avec les collègues et à tous ceux qui sont en ligne. Comme le temps est toujours un peu contraignant, je pense que Monsieur le DG, ce n'est pas le dernier webinaire. Je pense que c'est une opportunité pour l'agence de continuer à communiquer, à s'ouvrir aux autres. Merci en tout cas, Monsieur le coordonnateur, d'avoir pris le temps de répondre à cette invitation qui nous honore, nous et l'Agence du numérique en santé. Merci à tous et donc ça, c'est fini pour aujourd'hui. Merci. Merci.